Etinga TV présente. Leçon d'histoire. Comme invité, Yves Kayem-Buriel Nawej, auteur des livres Le Manifeste de la Katanganité, et Moïse Tshombe. Il est impératif de le réhabiliter. Sur le thème des révélations bouleversantes pour une réhabilitation totale de Moïse Tshombe et des Katangais en général dans le dossier Lumumba. On venait de parler que Lumumba a prononcé son discours lors de la cérémonie de l'indépendance. Et quelle est la suite de son parcours? La suite de son parcours, vous savez qu'une fois qu'il avait prononcé ce fameux discours incendiaire à la cérémonie de l'indépendance, le lendemain déjà, le pays est tombé dans un chaos épouvantable, quoi. Donc il y a eu des mutineries dans l'armée, vous le savez, donc il y a eu toutes les exactions qu'on a connues. Il ne tenait plus rien en main, donc il y avait un désordre dans le pays généralisé, vraiment généralisé. Et dans ce sillage-là, les Katangais ont observé, ils se sont dit, bon, si c'est comme ça, nous n'avons pas reçu ce qu'on nous avait promis à la table ronde belgo-congolaise, le confédéralisme, on va prendre notre destin en main, on va se déclarer indépendant. Donc il y aura la fameuse déclaration d'indépendance du Katanga, le 11 juillet 1960, c'est quelques jours après le 30 juin, dans le sillage du désordre généralisé dans tout le pays. On veut dire, Lumumba était en train de sombrer dans une incompétence épouvantable. Donc il ne tenait plus rien en main, que ce soit l'armée, que la population. Vraiment, il y avait des exactions, il y avait des crimes, des meurtres, c'était vraiment épouvantable le pays à ce moment-là. Le pays était dans un chaos indescriptible, quoi. Le Katanga prend son destin en main, veut rétablir l'ordre chez lui. Donc nous faisons effectivement notre déclaration d'indépendance le 11 juillet 1960. Donc, et puis nous allons avoir notre constitution aussi. Donc, d'ailleurs, elle est ici. Vous voyez, voilà le texte de la constitution de l'État du Katanga. Donc, elle a été publiée au Moniteur Katangais le 8 août 1960. Donc, elle avait été promulguée le 5 août 1960 et publiée au Moniteur le 8 août. Donc, elle est faite votée au Parlement katangais le 4 août 1960. C'est notre fameuse la constitution. Alors, l'extrait du Moniteur Katangais avec le texte de la constitution katangaise. La voici. Donc, on devient donc un État souverain et constitutionnel, avec sa constitution. Donc, un État indépendant, souverain et constitutionnel. Alors, le Katanga a toujours tenu promesse, parce qu'à la table ronde, on nous avait promis que le Congo allait aller vers le fédéralisme et le confédéralisme. Alors, il faut savoir que l'article 1er de la constitution de l'État indépendant du Katanga fait allusion à cela. Fait vraiment allusion à cela. Ah bon? Ah oui, absolument. Les gens ne savent pas. Il faut vraiment que les gens le savent, quoi. Parce qu'on nous a toujours traités de sécessionnistes purs et simples. Des gens qui voulaient complètement se séparer du reste du Congo. C'est faux, C'est faux. Nous, on voulait le confédéralisme, quoi. Le confédéralisme, c'est quoi? C'est l'unité dans la diversité. C'est tout. Et puis l'article 1er de la Constitution du Katanga. L'unité du Congo. Ben oui, on voulait bien rester dans les frontières du Congo actuel, mais sous une forme politique différente qui s'appelle le confédéralisme. Comme la Suisse, qui est la confédération helvétique, c'est une confédération. On voulait le confédéralisme, parce que dans le confédéralisme, qui va un peu plus loin que le fédéralisme simple, donc il y a beaucoup de compétences qui sont dirigées vers des États, qui sont quelque part des États autonomes, mais qui sont ensemble, confédérés. Bon, on va pas aller dans les détails par rapport à l'aspect du confédéralisme, mais c'est pour ça que nous avons fait la déclaration de l'indépendance du Katanga. C'est pour ça que nous avons fait sécession. Notre sécession était un moyen de pression pour obtenir ce qui nous a été volé à la table ronde belgo-congolaise. Parce que la majorité des délégations était minimum pour le fédéralisme, et on ne nous a pas donné. Donc il n'y a pas eu un vote démocratique à la table ronde belgo-congolaise. C'est le point de vue des Belges, des Occidentaux, nous a été imposé. Ça veut dire un État unitaire, centralisé, avec une longévité, donc une continuité du système d'immatriculation coloniale, sans changer de structure ou de forme politique quelconque, quoi. Alors ça, nous, on ne voulait pas. Donc, on voulait donner une autonomie, donc, aux entités locales, quoi. Alors, venons l'article 1er de la Constitution katangaise, moi je veux la lire.
Le Katanga est un État indépendant et souverain et constitutionnel. La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie. L'État du Katanga adhère au principe de l'association avec d'autres contrées de l'ancien Congo belge, pourvu qu'elles soient elles-mêmes organisées politiquement dans le respect de l'ordre et du droit. Il ouvrira des négociations pour constituer avec elles une confédération fondée sur l'égalité des partenaires. On ne peut pas être plus clair. Hein? On ne peut pas être plus clair. Ouais. On ne peut pas être plus clair. Et pour dire que le Katanga a toujours tenu parole, que ce n'est pas juste de la théorie, qu'elle a mis ça aussi en pratique, parce qu'effectivement, le Katanga va ouvrir des négociations pour que ça aboutisse. Hein? Et là, vous avez ici maintenant la fameuse conférence de Tananarive. Ça va déboucher plus tard, hein, en la conférence de Tananarive. Et ici, vous avez donc les résolutions de la conférence au sommet réunie à Tananarive du 9 au 13 mars 1961, publiées au Moniteur katangais. Tous les textes et résolutions de Tananarive. Donc, les résolutions de la conférence au sommet réunie à Tananarive au Madagascar, donc en 1961, en mars, c'était vraiment pour créer cette confédération. Toutes les régions du Congo vont être présentes parce que finalement, c'était la solution africaine, j'insiste, la solution du type africain au problème de la crise congolaise. C'était ça. Toutes les régions, toutes les contrées du Congo vont faire acte de présence avec leurs délégués, avec des noms connus, hein, des pointures de l'histoire du Congo. Il n'y a qu'une seule région qui va s'absenter. La province orientale, le fief de Lumumba. Comme par hasard. Quoi. Ils ne veulent pas participer à cette heureuse solution africaine. Quoi. Parce que le confédéralisme, c'était la fin de la colonisation. C'était aller vers une nouvelle structure politique, avec une réforme politique et constitutionnelle qui allait changer quoi? Qu'est-ce que ça allait changer? Eh bien, ça allait être un acte contraire à l'acte général de la conférence de Berlin. On en terminait avec l'acte général de la conférence de Berlin, qui allait dans la poubelle. Le Congo, avec le statut qui lui a été conféré par la conférence de Berlin, c'était à la poubelle. Et les Occidentaux savaient ça. Et on va perdre aussi le contrôle de ce pays-là. Ils deviennent vraiment indépendants et autonomes. Et ça va devenir une puissance, parce que les Katangais avec Tshombe, on avait déjà un nom pour cette confédération-là. Les États-Unis confédérés du bassin du Congo. C'était la solution bien heureuse, mais le camp socialo-marxiste, avec leur myopie intellectuelle, avec leur constipation intellectuelle des grands États centralisés, n'a pas voulu de ça avec le lumumbisme. C'est terrible. Mais allons un peu plus loin. C'est juste pour vous dire, voilà ce qui s'est passé dans le sillage maintenant du 30 juin 1960 avec le discours de Lumumba, immédiatement après. Mais il y a quelque chose d'autre qui va se passer, parce qu'on n'en parle pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3 sécessions au Congo, il n'y a pas que les Katangais, hein, il y en a eu 3. Lesquelles? Voilà, moi je viens de parler de la sécession katangaise, il y a eu la sécession du Sud Kasaï, avec Kalonji. Ah oui. À un moment donné, le Sud Kasaï s'est déclaré autonome, avec le Mulopwe, Kalonji. C'est toujours en 60? Oui, toujours. Ils font sécession. Alors, il faut savoir que Lumumba, ça l'a énervé comme pas possible. Ça l'a énervé comme pas possible. Première chose qu'il faut savoir. Lumumba a fait des gaffes terribles. Hein? Il a accumulé gaffe sur gaffe. Pour le Katanga, c'était extraordinaire. Au plus qu'il commettait des gaffes, au plus que ça justifiait l'existence d'un Katanga souverain et indépendant. Il faut savoir ça. Hein? Quelque part, il a été tout au long de sa carrière politique un allié du Katanga avec les gaffes qu'il faisait. Les Katangais n'ont jamais eu un intérêt à ce qu'ils disparaissent de la scène. Bien au contraire. Quoi. Je dis bien au contraire. Il était un gage pour la survie de l'État indépendant des Katanga. Un Lumumba vivant. Alors maintenant, la première gaffe qu'il va faire, en connaissance des choses, qu'il y a des gens qui ont été trahis à la table ronde de bello-congolaise, qui n'ont pas reçu la majorité, donc le confédéralisme ou leur indépendance. Hein? Tu vas quand même coopter des gens, prendre des gens de ces partis-là dans ton gouvernement. Ouais. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Non, il a complètement laissé dehors les gens de la CONACAP de son gouvernement et ainsi de suite. Et pire, il va discriminer, il va mettre en arrière-plan, il va négliger, il va ignorer les gens de Kalonji.
Et il faut savoir que Kalonji était un allié de la première heure de Lumumba. Ils étaient ensemble dans le même parti, le mouvement national congolais. Mais à un moment donné, et ça l'histoire le dit, c'est avéré, c'est un fait, Kalonji va se séparer de Lumumba. Il y aura deux MNC, deux mouvements nationaux congolais, deux partis avec le même nom. Il y aura l'aile MNC Lumumba, il y aura le MNC Kalonji. Pourquoi? Pourquoi? Les deux sont du Kasaï, hein? Lumumba est Kassaïen, Kalonji est aussi du Grand Kasaï. Pas de même ethnie. L'un est Muluba, l'autre est Mutetela. Mais l'un est du sud, l'autre est du côté du nord. Mais ils étaient ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils vont se broyer? Qu'est-ce qui va faire qu'ils se sont séparés? Il y a eu une dispute. Sur quoi est-ce que vous pensez? Parce que Lumumba avait déjà signé des contrats avec des Américains pour l'exploitation du diamant de ceux du Sud, de chez Kalonji, sans les consulter. Il a vendu les richesses du sous-sol, il a traité, par contrat, les richesses du sous-sol de ceux de là-bas, de chez Kalonji, sans les consulter. Ça a commencé avec ça. Et l'Américain qui avait reçu ces fameux contrats pour le diamant, c'est Templesman. C'est lui qui va recevoir ça. Templesman, qui avait d'ailleurs ici des bureaux à Anvers, ici, donc en Belgique, entre autres. Et c'est Templesman qui va recevoir ce contrat-là avec Lumumba. Mais Lumumba ne consulte pas dans les négociations des Kalonji et des autres, là, alors que le diamant vient de chez eux. Ça a commencé avec ça, hein. Et puis ça a encore débordé dans d'autres choses, et ainsi de suite. Il y aura une séparation. Il y aura vraiment un conflit, vraiment irréparable entre les deux. Alors maintenant, je vous ai dit que tout est ethnique chez nous. Eh bien, les Baluba suivent Kalonji. Les autres suivent Lumumba. C'est ça un peu chez nous. Les réalités ethniques. Ça ne disparaîtra jamais. Et il faut en tenir compte de ça. Constitutionnellement déjà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Kalonji fait sécession, déclare le Sud Kasaï indépendant, autonome. Lumumba ne va pas accepter. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est peut-être une des choses qui va le plus choquer les fans, les partisans, les panafricanistes socialo-marxistes, adeptes de Lumumba. Et vous pouvez vérifier, on a caché ça aussi sciemment. Lumumba ne va pas supporter cette sécession-là, du Sud Kasaï à Kalonji. Il y a une vraie sécession. Ils ont le drapeau et tout, ils sont déclarés autonomes. Lumumba va s'organiser. Dès le 24 août 1960, il s'organise. Il y a des avions soviétiques Ilyushin qui vont transporter des troupes militaires à partir de Stanleyville de Kisangani, le fief lumumbiste par excellence. Ils vont transporter déjà des militaires vers le Kasaï pour intervenir là-bas pour mater la sécession du Sud Kasaï. Par la force. Vraiment par la force. À partir du 24 août 1960, les grands avions Ilyushin russes, soviétiques, là, transportent déjà des troupes, là, qui commencent à se stationner au Kasaï pour intervenir au Sud Kasaï pour mater la sécession de Kalonji avec les siens. Et après cela, jusqu'à la mi-septembre, ils vont intervenir militairement au Sud Kasaï et ils vont faire des massacres. Celui qui sera à la tête des massacres, que Lumumba va envoyer, c'est son oncle, qui était le général de l'armée nationale congolaise, le général Lundula. C'est lui que Lumumba va envoyer, son oncle. Et les troupes, on peut dire lumumbistes, de l'armée nationale congolaise vont faire un massacre là-bas au Kasaï, chez les partisans, chez les adeptes, les supporters de Kalonji, et ceux qui supportaient la sécession du Sud Kasaï. Mais c'est des milliers de gens qui vont être massacrés. Des milliers. Hommes, femmes et enfants. Des civils. Qui n'étaient quasi pas armés, qui n'avaient pas d'armes. Vont être massacrés par milliers. Je le répète, vous pouvez vérifier ça, c'est avéré, mais on vous cache ça. Parce qu'on ne peut pas toucher à l'icône de Lumumba.
Je répète, hein, il a massacré des civils, il a fait massacrer des civils congolais. Que je sache, de tous les dirigeants qui ont occupé les hauts postes au Congo en RDC, c'est le seul Premier ministre ou président qui a envoyé des militaires pour aller massacrer sciemment des civils dans une région du Congo, donc des Congolais. C'est Lumumba qui a fait ça. Et on vous cache ça. Alors maintenant, à cette époque-là, il y a 29 parlementaires du parti de Lumumba, 29 parlementaires de son propre parti, qui vont se désolidariser publiquement de lui à cause de ça. 29 parlementaires de son parti qui lui tournent le dos à cause de ça, publiquement. Ils vont se désolidariser de lui, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Il y a eu un rapport à cette époque-là des Nations Unies qui a qualifié ce massacre-là de génocide. Alors maintenant, il y a tout un tas de gens qui ont vite écrit des articles. Bien sûr, on a essayé d'imputer ça à Mobutu. Non, c'était pas Mobutu. C'est Lumumba qui a donné l'ordre. Avec le général exécutant, c'était son oncle, Lundula. Alors maintenant, à cause de ça, et 29 parlementaires de son propre parti qui vont se distancier publiquement de lui, il va à ce moment-là avoir quoi? Il y aura des plaintes officielles qui vont arriver au niveau du gouvernement. Parce que c'est une infraction grave au code pénal congolais. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura un mandat d'arrestation contre Lumumba. C'est ça qui va faire que, parce qu'il y a eu à un moment donné, tout le monde sait que Lumumba a été arrêté, mais il a été arrêté officiellement avec un vrai mandat d'arrestation. Il y a des lettres qui existent, que Kassavubu, le président, communique même avec le secrétaire général des Nations Unies par rapport à ce problème-là. Qu'il est obligé d'arrêter son premier ministre. Pour génocide. Ben oui, à cause de ça. C'est une infraction grave au code pénal congolais. Et au Parlement, encore une fois, il y a 29 parlementaires de son parti qui vont se désolidariser de son action de lui. Donc, et c'est pour ça qu'on va le mettre, on va l'arrêter. On ne l'a pas arrêté comme ça pour rien, sans motif. Mais quel panafricain connaît ça? Qui? Ils ne lisent ce qu'on leur donne comme lecture, quoi. C'est tout, quoi. Et c'est politiquement correct, quoi. Mais c'est pour ça qu'il a été arrêté. Il y a eu des motifs graves pour son arrestation, quoi. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Alors maintenant, il faut bien retenir ça. Il y a eu massacre au Sud Kasaï, chez les Baluba du Sud Kasaï, chez ceux de Kalonji. Ils ne vont jamais, au grand jour, jamais oublier ça. Jamais. Ils ont cherché à se venger. Ils vont attendre le moment propice pour se venger de ça. Retenez bien ce que je dis là maintenant. Ils vont se venger tôt ou tard de ça. Ils vont attendre leur moment de vengeance. Et ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Vous savez, il y a cette fameuse lettre qui circule là, de Tshisekedi, en tant que commissaire adjoint à la justice, là, où ce qu'il dit qu'à Kalonji, on va t'envoyer le crapaud Lumumba et ses acolytes. Et on va les envoyer chez toi et tu vas leur réserver le châtiment qu'ils méritent. Quoi. C'est une lettre véridique, authentique. Pourquoi cet acharnement de Tshisekedi et les siens contre Lumumba? C'est à cause, et les Kalonji, c'est à cause de ces massacres. Mais ça, on cache, ça, parce que Lumumba, il ne faut pas toucher à son aura, quoi. Voilà. Alors là, maintenant, ça, c'est déjà un fait important. Il faut bien comprendre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, là, qu'il y a eu 3 sécessions. Le Katanga, le Sud Kasaï. Et la 3e sécession, c'était Lumumba et les siens. Ils ont fait une sécession aussi, mais on n'en parle pas. Parce qu'à un moment donné, quand Lumumba va s'évader de prison, il est en route pour aller où? On va le capturer et le ramener en prison. Il allait où? Il allait quelque part, bien précis. Il allait à un endroit bien précis. On l'attendait là-bas d'ailleurs. Il allait vers Sandeville, vers Kisangani, la province orientale. Pourquoi là-bas? Parce que sa main droite, son général, Lizenga, avait déjà là-bas fait son État autonome. Ils avaient créé leur propre gouvernement là-bas. Ils attendaient maintenant Lumumba qui était évadé là-bas pour créer leur république là-bas, soviétique à l'époque de la guerre froide marxiste-communiste là, et à faire le combat à partir de là-bas, à partir de leur territoire autonome.
Oui, ils avaient fait sécession là-bas. Ils avaient créé leur gouvernement à eux là, contre le gouvernement de Kinshasa. Ils avaient créé leur gouvernement. Ils attendaient encore juste Lumumba pour qu'il arrive à de prison pour faire leur déclaration là-bas. Mais dans les faits là, ils avaient fait leur sécession déjà. Ils avaient déjà créé leur gouvernement, établi déjà leur gouvernement là-bas. Ils avaient fait sécession. Avec des militaires, tout ça acquis à la cause de Lumumba et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la vérité. Quelqu'un qui a bien écrit là-dessus, c'était Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, qui est un écrivain français bien connu, hein, de renommée mondiale, et qui était de la gauche. Hein, c'était un vrai gauchiste. Hein, un vrai gauchiste. Un marxiste, hein, Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre a écrit un pamphlet, qui n'était pas l'honneur de Lumumba, hein, qui dit voilà le grand agitateur des foules, hein, nationaliste entre guillemets, qui a condamné une sécession, celle du Katanga, qu'il a combattue, et qui lui-même maintenant à son tour, par opportunisme politique, pour que ça serve sa cause à lui, devient lui-même sécessionniste. Jean-Paul Sartre l'a écrit dans un beau pamphlet extraordinaire. Et c'est la vérité. Quel panafricaniste peut sortir ça de sa bouche que Lumumba, le nationaliste, a été sécessionniste, a eu des idées de sécession avec Gizenga et les siens, province orientale. Et ça a fait peur maintenant aux Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il dit, voir naître en Afrique centrale un petit pays sécessionniste, là, vraiment complètement du côté de la Chine de l'époque là et de l'Union soviétique, les Occidentaux ne voulaient pas voir naître ça. Ça, les gens ne savaient pas que Lumumba avait l'intention de faire sécession. Ben oui, effectivement, mais c'est un fait indéniable, quoi. Donc, c'est l'ironie hein, de l'histoire, mais c'est une réalité. C'est pour dire que, bon, ce qui est normalement, comment dirais-je, ne s'associe pas avec l'esprit nationaliste, entre guillemets. Oui. Mais si c'était pour sa cause, pour se servir, hein, donc si c'était... là, il était prêt à le faire, quoi, pour servir l'idéologie pour laquelle il roulait à l'époque, cette époque-là. Donc, ironique, hein, mais une réalité, hein, une vraie réalité. Ah bah oui, il suffit de relire ce pamphlet de Jean-Paul Sartre, là, qui est une satire, mais qui lui-même était gauchiste, qui dit, attends, c'est vraiment ironique, quoi. Mais c'était le cas, réellement le cas. Je vous ai dit depuis le début, c'est une girouette. Hein. C'était une girouette. Ouais. Mais bon, malheureusement pour lui, je dis bien malheureusement pour lui, parce que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû mourir, hein, soyons clairs. Hein. Il n'aurait jamais dû arriver le sort qui lui est arrivé. Jamais au grand jour, jamais. Il ne méritait pas ça. Il ne l'a jamais mérité. Hein. Tout comme Tshombe d'ailleurs. Hein. Tshombe et Lumumba sont des figures tragiques de l'histoire de ce pays. Des figures tragiques, hein, dont l'histoire est vraiment tragique. Quoi, hein. Aucun des deux ne méritait de mourir. Hein, aucun des deux. Et ce qu'il faut savoir de leur vivant, les deux avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. C'était des adversaires politiques, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Ouais. Mais on va vraiment aller dans ce dossier-là de l'élimination physique. Il paraît-il d'ailleurs qu'en ces moments-là de la sécession, Tshombe avait retiré tous les francs congolais et il avait remis au gouvernement central. Oui, absolument. Absolument. Donc, oui. Donc, et Tshombe était toujours ouvert, et les Katangais toujours avec des négociations pour aboutir à cette grande confédération, les États-Unis confédérés du bassin du Congo. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours maintenu ces liens-là de bienveillance et ces contacts-là avec le gouvernement central. Tout était axé là-dessus. Et d'ailleurs, si on revient un peu là-dessus sur la conférence de Tananarive, il faut bien un peu lire tous les gens qui ont été signataires donc, de ces résolutions-là de Tananarive. Mais c'était tout le Congo. Hein. Et sans immixtion des étrangers, sans immixtion des Occidentaux. C'était entre Congolais. Autour de la table, que des Congolais pour trouver une solution africaine quoi, à la crise congolaise, entre guillemets. Et ils avaient trouvé dans le concept du confédéralisme. Il faut savoir que le concept du confédéralisme, c'est un concept qui a toujours été africain. Le confédéralisme, par essence, est un concept d'organisation socio-politique africain. Ça, c'est très important. Il faut savoir que tous les anciens royaumes qu'on a connus en Afrique, tous les anciens grands royaumes, par les empires, ont toujours à la base une structure confédérale. Donc, à l'origine, déjà, le confédéralisme est une structure politique africaine avant la lettre,
qui a été appliquée par exemple dans l'Empire Lunda. Tu connais très bien l'histoire de l'Empire Lunda. Hein. Nous sommes tous les deux issus de l'Empire Lunda. L'Empire Lunda, c'était une confédération. Le grand royaume Congo Teke, c'était une confédération. Vous allez vers l'Empire du Mali, que ce soit chez les Ashanti, ainsi de suite, vous allez toujours trouver à la base le système confédéral. Quoi. Même chez les Zoulous, c'était un système confédéral. Quoi. Les anciens royaumes, les anciens sultanats, les anciens empires, pas tous, hein, mais la grande vaste majorité, avaient une structure politique, sociale politique confédérale. Quoi. Donc le confédéralisme, par essence, est une solution africaine pour avoir une unité dans la diversité en tenant compte des particularismes ethniques, pour harmoniser tout cela. C'était la solution qui a été que boudée par les lumumbistes. Hein. Aveuglés par quoi? Le concept socialo-marxiste, qui a fait faillite partout sur la planète d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon. Alors maintenant, les grands signataires. Semble-t-il qu'il y avait une radio à Brazzaville. Oui, eh ben, on va en parler. Donc, les signataires, c'était, voilà, les signataires, donc, tous les signataires des résolutions de Tananarive. Il y avait donc Kasavubu, qui représentait les Bas-Congos. Il y avait Moïse Tshombe, il y avait Albert Kalonji, président de l'État autonome du Sud Kasaï. Il a signé comme président de l'État autonome du Sud Kasaï, Kalonji. Alors, il y avait Joseph Ileo, il y avait Kamitatu, il y avait Mukenge, il y avait Mwanda, Bolikango, de l'Union des Mongo, hein, donc l'Équateur. Il y avait Bondekwe, il y avait Omai, Kabangi, Kulumba et Njoku. C'est quand même des figures hein, de proue de la scène politique congolaise, quoi, qui entre eux avaient trouvé une solution. C'était cette scène-là. Et le bastion, le moteur pour arriver à ça, c'était le Katanga avec Moïse Tshombe. Alors maintenant, le Lumumba est en train de sombrer, hein, comme on l'a dit. Le plan de l'élimination physique de Lumumba, ceux qui ont vraiment articulé ça, ils ne s'en cachent plus aujourd'hui. Hein. C'est les Américains, c'est la CIA. La CIA a voulu vraiment éliminer Lumumba, il fallait l'écarter. Hein, c'est les Américains. À un moment donné, vous avez le documentaire là, Mobutu, roi du Zaïre. Il y a le responsable à l'époque de la CIA, donc à Léopoldville, Delvin, qui ne s'en cache pas, hein, Delvin. Il dit oui, on a concocté, il y avait eu un plan, il fallait écarter Lumumba, donc on a concocté un plan d'élimination physique de Lumumba. On parle là vraiment de la CIA des Américains. Là, les Belges ne sont pas là, hein, c'est les Américains hein, qui ont vraiment les tout premiers là, concocté ce plan-là, cette idée qu'il fallait que Lumumba soit écarté. C'est la CIA. C'est la CIA. D'ailleurs, si vous voulez une preuve de cela, c'est très facile. Allez dans les archives déclassifiées de la CIA, qui sont consultables pour le moment. Hein, après X temps, il y a des archives qui s'ouvrent. Hein. L'opération secrète pour l'élimination physique de Lumumba avait un nom de code, quoi, hein, un nom de code. Quoi. Mais ce nom-là, cette opération-là, c'était Operation Wizard. Wizard en anglais, ça veut dire magicien. Hein? Donc, et quand vous regardez sur la fiche de paye de la CIA, donc pour les exécutants, les gens qui vont être chargés de la besogne pour l'élimination physique de Lumumba, il y a des gens qui ont été sur la fiche de paye pour ça, quoi, de la CIA. Je vais vous citer quelques noms. Hein? Il y a Kasavubu qui était cité, il y avait Mobutu, hein? Les Bomboko, Ileo, les Adula et tout ça là, les Ndele, les Nendaka. Le groupe de Mbinza. Le groupe de Mbinza, voilà. Tu sors le mot de ma bouche, le groupe de Mbinza. Le fameux groupe de Mbinza. Exact. C'est eux qui ont été chargés pour exécuter cette besogne-là. Ils ont tous été sur la fiche de paye de la CIA. Alors maintenant, quand vous entendez ce nom-là, est-ce qu'il y a un Katangé? Non. Pas un seul Katangé. Tshombe? Pas du tout. Tshombe n'a jamais travaillé avec la CIA. Bien au contraire, c'est encore la CIA qui a contribué même à ce qu'il lui parte de la scène aussi. Pour son enlèvement et ainsi de suite, et puis qu'il meurt, soi-disant, de crise cardiaque en Algérie, en prison. C'est encore une autre histoire. C'est aussi la CIA. Donc, Tshombe n'est pas sur la fiche de paye, ni aucun Katangé. Aucun, hein, je précise, aucun Katangé. Alors maintenant, toute cette histoire-là sur le Lumumba, je vais vous donner une référence extraordinaire.
cette référence ici. Capitaine Freddy. Capitaine Freddy. C'est le nom, probablement, du plus grand contre-espion que la Belgique a connu. Son nom code d'opération. Il a travaillé sur d'autres pseudonymes aussi, hein, comme André de Saint-Michel, Cincinnatus, Freddy de Bastogne, Capitaine Freddy. Voilà, retenez bien ce nom-là. Capitaine Freddy. Son nom civil, André Moyen. André Moyen, il habitait à Ciney. Je suis une des dernières personnes à l'avoir vu vivant, avant qu'il meure. Je l'ai visité à l'hôpital Montgodine, chambre numéro 8. Donc, Montgodine, c'est près d'Ivoire, pas loin de Dinan, dans les Ardennes belges, quoi. Il habitait à Ciney, qui est pas loin de là non plus. Mais il était hospitalisé à l'hôpital Montgodine. Chambre numéro 8. Je suis allé le visiter là-bas régulièrement, juste avant qu'il meure. Mais avant ça, je l'ai visité aussi chez lui, à la maison à Ciney. Comment est-ce que j'ai connu cette personne-là, de son nom civil, André Moyen? Probablement le plus grand contre-espion que la Belgique ait connu. Il a été le numéro 2, je dis bien le numéro 2, des services de renseignement militaire de la Belgique. Le numéro 2, hein, donc le directeur adjoint, numéro 2, des services général de renseignement et de documentation des renseignements militaires en Belgique. André Moyen, nom de code connu pour le réseau qui gérait au Congo, Capitaine Freddy. Hein? Donc, comment est-ce que je l'ai connu d'ailleurs? André Moyen, devenu vieux, qui connaissait tout sur l'histoire de Lumumba, parce qu'il était chargé de suivre Lumumba. Donc, André Moyen, il y avait une opération secrète qui était l'opération Crocodile, ou le réseau Crocodile, qui a été mise sur pied pour suivre les va-et-vient de Lumumba, qui fréquentait, pour espionner donc Lumumba. Celui qui gérait ça pour la Belgique, pour les renseignements militaires, c'était ce monsieur, André Moyen. Nom de code, encore une fois, Capitaine Freddy. Le nom de code du réseau, réseau Crocodile. À un moment donné, ce monsieur, qui n'était pas n'importe qui, hein, vous voyez ici, il a aussi... il était dans le service 8, c'était la résistance à l'époque de la guerre, hein, la résistance belge contre les nazis. Il a été très très actif dans le service 8, donc contre les nazis. Hein. Donc, il a été conseiller de plusieurs gouvernements en renseignement. Par exemple, c'est lui qui a mis sur pied et qui a formé la police, la gendarmerie du roi Hassan II, parce que le roi Hassan II avait sa propre police, sa propre gendarmerie. Voilà, c'est lui qui a fait ça. Et il a été conseiller en renseignement de beaucoup de pays, que ce soit en Afrique, en Asie, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui avait des centaines d'agents sous lui, quoi. Qui avait à un moment donné créé sa propre boîte, on peut dire, de renseignement, qui s'appelait MIPOL. MIPOL. C'est même lui qui a amené la première branche belge du groupe 4 Securitas. À un moment donné, c'est lui qui gérait aussi les transporteurs de fonds, hein, dans les camionnettes blindées, les fourgons blindés, là, Securitas. C'est lui qui a amené Securitas ici en Belgique, qui à l'origine était une compagnie suédoise, je pense. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été très actif dans ce milieu, qui est très très connu au niveau des services, très connu. Je dis encore une fois, je répète, probablement un des plus grands contre-espions, hein, que la Belgique ait connu. André Moyen. Il était tellement fatigué de voir les calomnies, les diffamations envers Moïse Tshombe et les Katangais dans l'histoire de Lumumba, alors qu'il connaissait tous sur son bout de doigt. C'est lui qui a géré vraiment les services de renseignement au niveau militaire par rapport à les va-et-vient de Lumumba. Il était spécialisé aussi dans l'écoute aéronautique, ça veut dire les écoutes dans les avions, à partir des tours de contrôle. C'était sa grande spécialité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait contacté une des filles de Moïse Tshombe, Marie Mankant Tshombe, qui est décédée il y a quelques années. Il a contacté Marie pour dire à Marie, écoutez, moi j'ai tellement de dossiers en votre affaire, à votre décharge, quoi, dans cette histoire-là. Et il dit, j'aimerais vous rencontrer, vous contacter. Voilà qui je suis. Bon. Marie a eu peur. Bon, elle avait aussi de l'âge, tout ça, là. Elle ne savait pas trop quoi faire avec ce contact-là. Et elle m'a appelé, elle dit, parce qu'elle savait que moi j'aurais le cran, j'aurais l'audace, vraiment de le rencontrer, de m'occuper de ça. Et Marie m'a donné le numéro d'André Moyen. Je l'ai appelé donc en son nom. C'est là qu'il m'a reçu une première fois. Et là, il m'a reçu chez lui à Ciney. À Ciney.
il fallait d'abord que je gagne sa confiance. Il ne me connaissait pas. Il avait contacté quelqu'un de la famille Tshombe, c'est-à-dire une fille. Hein? Et là, voilà quelqu'un qui arrive, qui est vraiment apparenté au Tshombe, mais qui n'est pas vraiment un enfant de Tshombe. Donc là, on a eu un très très bon contact. Ça s'est très 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 bien passé avec lui, mais très 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 bien. Et une deuxième rencontre. Et là, on commençait à me donner des dossiers. Des dossiers, pas n'importe quel dossier. Que même moi-même, je ne garde pas à la maison. J'ai quelqu'un qui garde ça pour moi. On peut venir cambrioler chez moi, vous n'allez rien trouver. Des copies. Mais sinon, je garde. Il m'a donné beaucoup de dossiers. Même des dossiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire Lumumba, le Congo, et Tshombe, et Katanga et tout ça. Même des dossiers qui concernent la Belgique. Et même des dossiers sensibles par rapport à ici. Même par rapport à la famille royale, Albert Ier et tout ça. J'ai ça. Mais ça ne me sert à rien, donc je ne veux pas divulguer ça. Ça ne sert à rien. Puis c'est du passé, ça ne me sert à rien. Mais on ne sait jamais. Ça peut m'être utile un jour, je garde. Venez cambrioler chez moi, vous n'allez pas les trouver, ils sont chez quelqu'un d'autre. Parce que chez lui aussi, il a été perquisitionné plusieurs fois, hein, sa maison, hein, tout ça là. Donc il ne gardait pas certains dossiers sensibles chez lui. À un moment donné, il m'a demandé de revenir. Il a dit, ma fille, c'est sa fille, qui est venue apporter des dossiers. Pendant que j'étais là, au deuxième rendez-vous, il dit, ma fille va arriver. C'est elle qui est arrivée avec des dossiers. Entre autres avec celui-ci. C'est un dossier déjà. Là, vous voyez, encore toujours son cachet. Hein. André Moyen, avenue Roi Albert 2, à Ciné. Code postal 5590 avec son numéro de téléphone de GSM de l'époque. Dossier Tshombe. Amicalement, donc signé par lui, André Moyen, capitaine Freddy. Donc sur Tshombe. Voilà. Dactylographie, encore machine mécanique de l'époque. Hein. Vous voyez, hein? Rapport d'enquête. Hein? Pirard, on va voir qui est Pirard plus tard. Hein? Goldberg, Sarah Goldberg, tous ces noms-là. Voilà, voilà. J'ai comme ça, d'André Moyen, le plus grand contre-espion de l'histoire de la Belgique. Hein? Je reçu énormément de dossiers. Beaucoup de dossiers. Aussi sur l'infiltration donc par des Belges du cercle d'intimité de Tshombe, des Belges qui l'ont trahi. J'ai tous les noms, hein, j'ai tout. Mais ça ne me sert à rien de divulguer pour le moment, mais j'ai tout. Comment est-ce que j'ai reçu tout ça là? Ben c'est arrivé, j'ai tout. Merci encore au ciel, là, il y avait Elohim, mais j'ai tout. Donc André Moyen, voilà la personne qui gérait le dossier Lumumba pour les services de renseignement au niveau des renseignements militaires. Hein? Il m'a tout raconté et il m'a aussi donné donc, des documents, donc des pièces proprement dites. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a écrit lui-même. Hein. L'espionnage et la résistance belge sous l'occupation allemande. Hein. Voilà, donc c'est capitaine Freddy, il a écrit ça. Donc j'ai lu ça, j'ai parcouru tout ça, mais des dossiers vraiment très sensibles, là, il m'a donné. Hein. Donc moi je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il me donnait. Il a dit parce que je ressens que je peux te les donner. Et tu en feras bon usage peut-être plus tard. Bon, je les garde. Mais j'en ai pas besoin. À part, bien sûr, tout ce qui concerne le Lumumba, tout ce qui concerne Tshombe. Ça, c'est autre chose. Donc là, maintenant, intéressant. On va un peu parcourir l'histoire, maintenant. Vraiment en détail. Au sujet de l'élimination physique de Lumumba, comment les choses sont réellement passées. Parce que là, maintenant, il s'agit vraiment d'acquitter, dédouaner, définitivement, d'une manière permanente, quoi, les accusations qui ont toujours circulé hein, sur la tête, sur le dos des Katangais de Tshombe. Que ce soit fini, mais alors fini une fois pour toutes. Quoi. Et on va y arriver. Monsieur Yves, pouvez-vous nous parler de l'exécution de Lumumba? Oui, on va y arriver petit à petit. Là aussi, je pense qu'il faut respecter la chronologie hein, pour que les gens comprennent bien comment les choses se sont passées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la partie précédente, il y a eu des gens qui ont été sur la fiche de paye de la CIA pour exécuter ça. Parce que la CIA, les Américains ne l'ont pas fait eux-mêmes. Hein. Ce sont des Congolais qui ont été utilisés, payés pour exécuter ça. Hein. Donc, Lumumba a été tué et éliminé par des Congolais, bien sûr, qui ont été commandités, qui ont été sur la fiche de paye de la CIA, des Américains. Et sur le terrain même, là, les Américains n'ont dû rien faire. Hein. Ils n'ont dû rien faire, c'est les Congolais qui ont exécuté. C'est les Congolais qui ont fait la sale besogne, hein. C'est les Congolais eux-mêmes, c'est même pas les Occidentaux. C'est vrai que les Occidentaux sont derrière le plan, la machination et tout ça, l'organisation, mais les exécutants sont les Congolais. Et on va voir lesquels. Pas les Katangais, les Congolais. J'insiste. On est Congolais, pas les Katangais, les Congolais.
Et le fameux groupe de Mbinza. Alors maintenant, quand est-ce que la première fois les Katangais vont entendre parler de ce plan effectif d'éliminer physiquement Lumumba? C'est quand le Congo-Brazzaville va fêter sa première année d'indépendance. Le président à ce moment-là, c'est l'abbé Youlou. L'abbé Youlou est un admirateur, un grand fan de Moïse Tshombe. Donc il invite le gouvernement katangais à venir participer aux festivités. Donc Moïse Tshombe, avec quelques ministres, partent pour honorer l'invitation officielle de Congo-Brazzaville pour venir assister aux festivités. En même temps, le gouvernement central, quelque part de Léopoldville, le Kinshasa, aussi est invité. Donc ils sont aussi là. Les Iléo, Adoula, ils sont là aussi tous. Lumumba est absent. Lumumba n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est en mandat d'arrêt, il est donc en résidence surveillée, donc en prison quelque part, donc surveillé par les troupes des Nations Unies, donc il a été arrêté à ce moment-là. Pour les raisons que je vous ai évoquées. Pour le génocide. Oui, pour les massacres au Sud Kasaï, des infractions graves au code pénal congolais, ainsi de suite. Alors là maintenant, là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce beau monde est ensemble, se rencontre. Les Katangais, qui sont indépendants chez eux, qui ont leur état constitutionnel et souverain, côtoient maintenant ceux de Kinshasa, de Léopoldville. C'est intéressant, hein? À Brazzaville. Ça, c'est Oui, très intéressant. C'est là que Tshombe est approché et on lui fait part de ce plan d'élimination physique de Lumumba. C'est la première fois que les Katangais entendent parler de ça. Et que ce plan-là existe réellement et qu'il doit être exécuté. Qu'est-ce qui va se passer? On propose à Tshombe de recevoir Lumumba. Il c'est ton ennemi, hein, ton adversaire politique, on va te l'envoyer, tu t'occupes de lui. Tu le fais, on fait ce que tu veux chez toi là-bas. Tu le mets en prison ou en fait, même tu l'élimines, quoi. Hein? Mais tu t'en occupes, on te le donne, cadeau. Il est là en prison chez nous à Kinshasa, on va te l'envoyer. C'est vraiment ce qui a été proposé à Tshombe. Hein? Et Tshombe va refuser. Et on va dire, oh non, quelqu'un. Quel intérêt le Katanga avait de recevoir Lumumba, qui était un certain adversaire politique, mais les Katangais n'avaient aucune raison de vouloir l'emprisonner chez eux. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour aller te faire décrédibiliser dans le monde entier, c'était déjà assez compliqué comme ça pour faire reconnaître de droit ou de fait l'État indépendant du Katanga au niveau politique. Donc on ne va pas se mettre encore à dos donc un cadeau empoisonné comme le Lumumba. Donc Tshombe a refusé catégoriquement. Ils ont insisté, il a refusé catégoriquement. Ils ont insisté. Et à un moment donné, Kalonji s'est fâché. Beaucoup se sont fâchés là-bas. Mais Adoula s'est fâché contre Tshombe, les Kalonji se sont fâchés contre lui. Et là, à un moment donné, pour les Kalonji, c'était trop. Il dit, si c'est comme ça, alors on n'en a qu'à envoyer le Lumumba chez nous. Ah non, on nous va s'en occuper. C'est là que le Sud Kasaï dit, Kalonji et les siens, envoyez-le chez nous. Parce que nous, on a encore quelque chose à régler avec lui. On a notre vengeance encore à prendre par rapport à tous les massacres qu'il a fait chez nous. Et de retour au Katanga, après ces festivités-là, Tshombe va écrire un telex officiel, hein, qui refuse qu'on lui envoie le prisonnier Lumumba chez lui, catégoriquement. Ça existe ce telex-là, il est dans les archives. Tshombe a refusé catégoriquement. Il a dit parce qu'il fallait laisser une trace écrite. Il a été intelligent à ce niveau-là. Parce qu'on lui a tout dit verbalement, et là il écrit. Il dit non. Hors question qu'on envoie Lumumba au Katanga. Hors question. Et on n'allait pas l'envoyer là-bas, parce que les Katangais avaient refusé catégoriquement. Aux grandes dames des autres du groupe de Mbinza. Ça veut dire qu'ils devaient trouver une autre solution. L'autre solution maintenant, l'autre alternative, c'était quoi? Eh bien, l'amener au Sud Kasaï. Et là, Kalonji allait s'occuper de lui. Et effectivement, et ça vous pouvez vérifier, ça c'est véridique, personne ne peut contredire ça. L'avion qui va transporter les prisonniers, les trois, Lumumba, Okito et Mpolo, la destination initiale de cet avion-là, ce n'était pas le Katanga. La destination initiale de cet avion-là, c'est quoi? Bakwanga, Mbujimai. L'avion devait aller à Mbujimai. Ça, tout le monde le sait, personne ne peut le nier. Alors que peu de gens le savent.
Mais c'est un fait. Très peu de gens le savent. Et surtout les fanatiques, les supporters panafricains de Lumumba ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que c'est pas dans les films, quoi. On ne explique pas ça. Mais la destination initiale, c'est Bakwanga Mbujimai, où ce que Kalonji allait le recevoir, Lumumba, et allait effectivement, l'infliger des châtiments. Hein. Comme la lettre de Tshisekedi le précise bien, hein. On va t'envoyer le crapaud, avec ses acolytes, cadeau pour toi, pour Sa Majesté le Moulope Kalonji. Tu vas bien t'en occuper, comme promis, comme convenu, signé, commissaire adjoint à la justice, Étienne Tshisekedi. On va l'envoyer au Kasaï, chez lui, parce qu'il est originaire du Kasaï. On va l'envoyer au sud de Kasaï, c'est ceux là-bas où il a fait les massacres. Donc ils vont se venger sur lui. Ils vont se venger. Alors l'avion, effectivement, va partir. Hein. Donc on connaît toute l'histoire, là. Donc les trois vont monter dans l'avion. Dans l'avion, il y a des civils qui accompagnent, hein, des escorteurs. Hein. Il y a des militaires. Le Mobutu va fournir 8 militaires sous un commandant là, qui s'appelait Zouzou de Kasaï. Et tous les militaires, les 8 militaires des colosses étaient tous des Balouba de Kasaï, tous chez Kalonji. Ils avaient tous une dent contre le Lumumba. Tous. Les civils qui accompagnent là, hein, sont tous de chez Kalonji. Mukamba, Kazadi, ils sont dans l'avion tous. Ils accompagnent, ils sont les accompagnateurs. Et ils veulent tous se venger sur Lumumba par rapport au massacre. Ouais. Ils sont contents. C'est leur heure maintenant. Hein? Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas de Katanga là-dedans jusque maintenant. Rien du tout. Zéro. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Quelqu'un qui est en train de suivre ça de tout près, avec ses services de renseignement aussi, c'est Nkrumah du Ghana. Pour qui Lumumba était un allié. Et quand Nkrumah apprend qu'on va envoyer par avion Lumumba, Mpolo Kito, à Mbujimai, au Kasaï, à Bakwanga, il sait que là-bas, on va les ébouiller. Peut-être pas en Kito Mpolo, mais certainement en Lumumba. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépêcher des casques bleus ghanéens, de chez lui, du Ghana, qui sont stationnés à Kamina, vers le tarmac de l'aéroport de Mbujimai. Vous savez, c'est Kamina, Mbujimai, c'est pas loin. Hein? Et les casques bleus ghanéens vont arriver sur le tarmac de Mbujimai. Pourquoi? Pour récupérer le Lumumba. Alors maintenant, à partir de l'aéroport de Mbujimai, on signale à l'avion qu'il y a un problème ici pour atterrir, parce que les casques bleus ghanéens sont là, pour récupérer le Lumumba. L'avion est en train de circuler, faire des tours au-dessus de l'aéroport de Bakwanga, de Mbujimai. Il faut trouver une solution. Puis l'avion ne peut pas continuellement tourner, parce qu'à un moment donné, il y aura un problème de carburant, l'avion risque de s'écraser. Donc il faut trouver une solution. Donc des grosses discussions maintenant à Kinshasa, à l'aéroport. C'est là que Mobutu, dans l'ordre, il y a des gens qui écoutent, hein, ces converses, comme je dis qu'André Moyen, il a les enregistrements de l'écoute aéronautique, des tours de contrôle et des communications dans les avions. Il y a des gens qui ont ça. Et à ce moment-là, lui, André Moyen, ce fameux contre-espion, là, capitaine Freddy, est là-bas, au Katanga, dans la tour de contrôle du Katanga. Il suit tout ce qui se passe dans l'avion. Intéressant, hein? Intéressant, hein? Mobutu donne l'ordre d'en terminer avec les trois dans l'avion. Dans l'avion, il faut terminer avec eux, dans l'avion. Ils ont été malmenés avec les crosses des fusils, là, ils ont été bastonnés d'une façon vraiment... et c'est là que maintenant, Kinshasa décide et on va les livrer au Katanga. Mais il n'y a personne qui les attend au Katanga. Personne. Personne n'est au courant au Katanga. Personne. C'est là que Kasavubu, le président, avec Mobutu à côté, téléphone au Katanga à la présidence de Tshombe. On va voir Tshombe au téléphone. Tshombe n'est pas là. Tshombe est dans une salle de cinéma où il est en train de suivre la projection d'une œuvre caritative d'une certaine organisation catholique. Là.
Les téléphones insistent tellement à partir de Kinshasa qu'on va jusqu'à la salle de cinéma où il est pour lui dire que c'est urgent, que Kinshasa insiste, quoi. Mais insiste sérieusement. On l'a sorti de la salle de cinéma, il est allé au téléphone à la présidence. C'est là qu'il va avoir Kassavubu au téléphone. C'est Kassavubu lui a dit juste une phrase, hein. Mon cher Moïse, on t'envoie 3 paquets cadeaux, il faut les accepter. Il a raccroché. Tchombe n'est pas au courant, il ne sait même pas de quoi il s'agit. 3 paquets cadeaux, pour lui, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et c'est là et Tchombe demande à ce qu'on rappelle Kinshasa, pour rétablir la ligne, pour demander des explications. Peut-être Kinshasa n'en prend plus. Donc il n'y a pas d'explication. Quelques instants plus tard, arrive la nouvelle qu'il y a un avion, un DC-4 de Air Congo, alors que Air Congo n'avait pas d'autorisation pour atterrir, donc, ou de licence pour atterrir au Katanga, qui est en train d'arriver à l'aéroport de la Douane, donc à Lubumbashi, à Elisabethville. Et que l'avion est en détresse, qui dit qu'il doit absolument atterrir, sinon il va s'écraser, parce qu'il n'a plus assez de carburant. Il faut le laisser atterrir, quoi, d'urgence. Là, à ce moment-là, les Tchombe et les Katangais ne savent toujours pas qui est dans l'avion. Ils ne savent pas. Tchombe va donner la permission à l'avion d'atterrir. Mais il dépêche maintenant, il fait contacter Munongo, ministre de l'Intérieur, et il demande à Munongo d'aller voir qu'est-ce qu'il y a avec cet avion-là. Là que Munongo va partir pour aller voir ce qu'il y a dans l'avion. Maintenant, là, il faut savoir que André Moyen est présent dans la tour de contrôle, et encore avec d'autres personnes, d'autres noms que je ne vais pas citer, qui sont là, qui ont tous suivi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, on avait à l'époque Radio Katanga. Radio Katanga. Qui était animé par Roger Jaspard, un Belge. Ici, Radio Katanga. Son nom, qu'on l'appelait Jean Sans Peur. Jean Sans Peur, qui animait ici Radio Katanga. Son nom civil, Roger Jaspard. Il avait un assistant qui s'appelait Albert Pirard. Albert Pirard. Et quand Roger Jaspard entend, par les réseaux téléphoniques de la sûreté, qu'il y a un avion d'Air Congo qui demande à atterrir, ainsi de suite, il contacte son assistant, Albert Pirard, pour aller sur place pour enquêter, pour faire le reportage. Albert Pirard est allé sur place aussi. Et écoute bien, avec son bloc-notes comme journaliste, mais aussi avec une caméra pour filmer. Albert Pirard a tout filmé. Alors là, la grande question, où est le film? Où est le film? Où sont les enregistrements des écoutes aéronautiques? Ainsi de suite. Intéressant, mais ça existe tout ça. Hein? Alors maintenant, l'avion atterrit, descendent de l'avion, les escorteurs d'abord. Kazadi, tout ça. Fiers de montrer ce qu'ils avaient dans les mains, une partie des moustaches de Lumumba, ses lunettes cassées, tout ça. Ils les ont malmenés dans l'avion. En fait, les trois, Okitompolo et Lumumba, sont arrivés cliniquement morts au Katanga. Médicalement irrécupérables. On les a ligotés ensemble, on les a jetés sur une jeep là, et quand Munongo a vu ça, mais il était écœuré. Tout le monde a dit au Munongo, bourreau de Lumumba. Munongo n'a pas touché un cheveu de Lumumba. Pas un cheveu, c'est vrai qu'il n'aimait pas Lumumba. Mais il détestait Lumumba, c'est un adversaire politique de Lumumba. Munongo ne l'aimait pas. Mais Munongo n'a pas touché un cheveu de Lumumba. D'ailleurs, plus tard, il a toujours gardé le secret parce qu'il devait. Donc, sinon, on allait l'éliminer. On allait le tuer, surtout le règne de Mobutu. On allait le tuer. Mais quand il y a eu la conférence nationale souveraine, Munongo s'est inscrit volontairement à la commission crime politique pour venir témoigner maintenant sur la vérité de ce qui se passait avec le Lumumba. Il a dit, mais non, ça suffit. C'est la conférence nationale souveraine, Mobutu est en train de chuter, de tomber, c'est mon moment. Je vais aussi on va m'innocenter, je vais dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine? Le jour même qu'il devait faire son témoignage, mais il décède à la conférence même, quoi. Mais il a été éliminé par piqûre, c'est connu. On connaît même le général de Mobutu qui s'occupait de ça. On l'a éliminé pour qu'il ne parle pas. Ils ne disent pas la vérité. Alors maintenant, Lumumba, cliniquement mort avec les deux autres, quoi.
La vérité est la chose suivante maintenant. Le gouvernement katangais est pris par panique, hein, mais vraiment par panique. C'est la grosse panique. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, hein? Pour moi, personnellement, Tshombe, à ce moment-là, a fait une grande erreur de décision, personnellement. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on jette vraiment les 3 corps là, de l'avion qui sont cliniquement morts, hein, c'est vrai que dans les rangs des gendarmes katangais qui étaient aussi stationnés là à l'aéroport, mais il y avait aussi des casques bleus qui étaient à l'aéroport. Hein. Il y avait tout un tas de monde. Hein. Des rangs des gendarmes katangais, il y en a un qui n'a pas pu se contenir, qui est allé vers le Lumumba, qui a donné quelques coups hein, avec une crosse de fusil. Ça, c'est vrai. Hein. Et il faut savoir qu'après, ce soldat-là, ce gendarme katangais, a été sérieusement puni pour avoir fait ça et sanctionné. Et c'est le Munomo qui l'a dénoncé. Et on l'a vraiment sanctionné après, sérieusement. Hein, parce qu'il n'avait pas dû faire ça. Il n'a pas pu se contenir. Il n'a pas reçu cet ordre-là. Donc il a été sérieusement sanctionné, puni pour ça. Alors maintenant, il faut décider qu'est-ce qu'on va faire de ces corps-là. C'est là que les corps vont être amenés dans la fameuse maison de Mbroves. Ils sont cliniquement morts. Il y a maintenant une grande réunion de crise qui est appelée par tous les ministres katangais, donc le conseil des ministres katangais, donc il doit se réunir à la présidence chez Tshombe. Tout le monde est là-bas. Alors maintenant, les instructions sont que tout le monde reste là et personne ne va à l'aéroport. Et tout le monde reste là. Personne ne va à l'aéroport. Parce qu'il y en a qui voulaient partir pour aller à l'aéroport. Ils ont eu, non, tout le monde reste ici. Ils ont reçu l'ordre, pour le moment, tout le monde reste ici. Jusqu'à un nouvel ordre. Parce qu'ils voient maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Maintenant, Tshombe dit qu'on va essayer de les soigner, ainsi de suite, et puis l'avion doit repartir. Il doit repartir, repousser le chemin, repartir à Kinshasa, on va mettre le carburant dedans, et il n'a qu'à repartir. Ça, c'était le premier plan. Pius Sapwe, chef de la police, avec des médecins, sont envoyés à l'aéroport pour essayer de les traiter. Ils sont irrécupérables. Irrécupérables. Alors, je ne vais pas donner les détails, hein, mais... Et il faut savoir une chose, c'est que Tshombe a dit toute la vérité là-dessus. Toute la vérité. Dans une interview qu'il a donnée, quand il était en exil à Madrid, là, avec Pierre-David Ster, qui était anti-Tshombe, un Belge, qui a toujours écrit contre Tshombe et la sécession katangaise. Donc Tshombe avait pris quelqu'un qui était contre lui, qui a toujours écrit contre lui, pour dire, voilà, viens ici, je vais te dire toute la vérité. Et cet article-là, c'est celui-ci. Hein. Voilà, le pourquoi pas. Aujourd'hui, le Vive Express, un hebdomadaire belge. Et là, vous voyez, donc, 54e année, le numéro 2357, hebdomadaire, 12 francs belges à l'époque, vendredi 31 janvier 1964. Grande couverture du pourquoi pas. Aujourd'hui, le Vive Express. Donc, Tshombe nous révèle comment est mort Lumumba. C'est une interview qu'il a faite avec David Ster, qui a été publiée dans le pourquoi pas, sur plusieurs pages, hein, énormément de pages. Et ça a pris de la place, hein, avec sur la couverture une photo de Lumumba. Et ça, c'était que la première partie de l'interview. Hein. Je dis bien que la première partie. Hein. Donc, vous voyez, une couverture, 1, 2, 3, 4, avec la publicité, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. C'était une grande interview. Hein. Pour qu'un hebdomadaire sacrifie 10 pages hein, de sa parution à un article, ça fait beaucoup. Hein. Alors, en dessous, vous avez quoi à la fin de cette première partie? Notre prochain article, la réponse à la question qu'on se pose depuis 3 ans. Que sont devenus les corps? Ça devait être la deuxième publication. C'est jamais paru. Alors, ce qu'il faut savoir, la parution de ce numéro ici, hein, il est paru dans les kiosques belges, tôt le matin. Le même jour, quelques heures plus tard, il était enlevé de tous les kiosques. Tous les kiosques, hein. Moi, j'ai encore un original. Chez la personne qui garde pour moi tous les trucs sensibles, là. J'ai de l'original. J'ai un original. Merci encore une fois au ciel, mais j'ai l'original. Je répète, il est paru comme ça, l'hebdomadaire, hein, et le même, dans les kiosques tôt le matin, le même jour, sur ordre de la Sûreté nationale belge, il a été enlevé. Et dans la même journée, il est réapparu, l'hebdomadaire,
avec une autre couverture et sans cet article-là. Donc, ça a été censuré. Ça ici, ce que Tshombe a tout dit aussi sur les 3 corps, hein, qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'était la deuxième partie qui devait paraître. Oui. Le Vive Express, dans vos archives, vous devez encore avoir ça. Et vous n'osez pas divulguer. Vous n'osez pas. La Sûreté belge, les services, vous avez ça. Toute la vérité, vous connaissez. Comme André Moyen connaissait tout aussi, vous connaissez. Et c'est tellement sensible que vous ne pouvez pas publier. Parce que là, ça va lever les Katangais et Moïse Tshombe définitivement. Mais ça vous arrange. Ça arrange beaucoup de gens. Ça a arrangé beaucoup de gens pour que les Katangais soient les dindons de la farce et les boucs émissaires. Il y a eu un consensus pour ça. Et pourquoi est-ce que Moïse Tshombe, à un moment donné, a décidé de parler pendant qu'il était en exil à Madrid et en 1964, quelques années plus tard? Parce qu'il y a eu une telle pression avant pour qu'il ne parle pas sur lui. Et il a été fatigué de cela, d'être trimballé dans toute la presse, que ce soit de droite ou gauche, comme le bouc émissaire, celui qui a assassiné le monde. Il était fatigué. Et là, il avait menacé de parler. Il dit, je vais tout dire, je vais tout dire. On dit, non, il ne faut pas parler, tu n'oseras pas parler. Et puis, à un moment donné, effectivement, il a fait cette interview-là qui va être censurée. Et là, on dit, ah, ça devient sérieux. Tout le monde a eu peur. Tout le monde s'est agité. Et là, ils sont allés vers Moïse Tshombe, ils ont négocié avec lui. Hein. Il y a eu un marchandage. Hein. Qu'est-ce que tu veux pour que tu te taises de nouveau? Tu veux quoi? Tshombe était en exil. Hein. Ouais. Alors, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ma mère, à cette époque-là, était la secrétaire de Moïse Tshombe, à Madrid, là-bas. Nous, on connaît. Moïse Tshombe parlait à sa secrétaire, quand même. Ouais. Ma mère était de formation sténodactylo. On était là-bas avec Tshombe, à Madrid. Quand Tshombe tapait des lettres à des personnalités, il les dictait. C'est ma mère qui tapait. Et parfois, il commentait. Tshombe a dit, si vous voulez que je me taise sur cette histoire-là, parce que je ne veux plus me taire, je dois pouvoir rentrer au pays et servir mon pays. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que Tshombe avait été destitué comme Premier ministre. Hein? Donc il est parti en exil. Il y a eu le coup d'État après qu'il s'est opéré, ainsi de suite. Ça, c'est après. Hein? Mais quand il va rentrer, il va rentrer dans quelle qualité? Comme Premier ministre. Adoula doit faire un pas à côté. On appelle Tshombe à partir de l'Espagne, de l'exil, là, vient Premier ministre. C'était la monnaie d'échange pour se taire. On fait le tapis rouge pour Tshombe, il rentre au pays comme Premier ministre. Et là maintenant, il va travailler comme Premier ministre pour tout le Congo, quoi. Son parti, la CONACAT, jadis devient la CONACO, la Convention nationale congolaise, toujours avec l'idée de confédéralisme dans l'arrière-tête. Et Tshombe va pacifier le pays en un minimum de temps, avec l'aide des tigres katangais, des gendarmes katangais. On va l'appeler à ce moment-là le sauveur, sur toute l'étendue du territoire, le sauveur. C'est le nom qu'on va lui donner, le sauveur. Et ça, les gens, les panafricanistes ne veulent pas que ça se sache. Il a été d'une popularité à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il y ait encore eu une figure politique qui a été aussi populaire sur toute l'étendue du territoire dans l'histoire du Congo qu'à ce moment-là dans Moïse Tshombe. Il y a eu des élections législatives qui ont été faites. Les CONACO, lui, Moïse Tshombe, a eu la majorité absolue dans des législatives. Absolue. Sur toute l'étendue du territoire, partout où il passait. C'était l'acclamation totale, une foule totale, quoi, dans toutes les régions du Congo. Toutes, sans exception. C'est l'homme du moment. 6 mois plus tard, il allait avoir les élections présidentielles. Mais Tshombe allait gagner 2 doigts dans le nez, les élections présidentielles. 2 doigts dans le nez, il allait devenir président. Et c'est là que maintenant, on va la destituer comme Premier ministre. Et après, Mobutu qui dit, voilà, il y a des désordres chez les politiciens. Hein, et Mobutu fait son coup d'État. Mais comment est-ce que Tshombe est rentré? C'est grâce à cet article censuré. C'est la monnaie d'échange pour se taire de nouveau sur l'histoire de Lumumba. Parce que nous sommes les Katangais, encore une fois, innocents, mais totalement innocents là-dedans, dans cette histoire-là. Complètement innocents. Alors maintenant, parce que le Lumumba, quand les 3 corps qui sont cliniquement morts sont amenés à la villa de Brouès, là, hein, ils sont vraiment irrécupérables. On essaie de les soigner. Et maintenant, quand Tshombe dit qu'on va les renvoyer au Congo, là-bas, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le pilote
ne veut plus décoller. Avec ce qu'il a vu dans l'avion, tout ce qui s'est passé, il est horrifié, il est écœuré, et il dit, cette histoire-là de Congolais entre vous, là, je ne veux plus m'y mêler, il ne veut pas décoller, il ne veut pas partir. Donc maintenant, il faut que l'avion ne décolle pas, le pilote. Et puis le pilote dit, à juste titre, il dit à un moment donné, mais ces personnes-là, ils sont encore morts. Hein. Ils sont morts, ils sont morts. Là. Ça, c'est plus des vivants. Et il dit d'ailleurs, lui, il ne peut pas transporter, son avion n'est pas équipé, c'est pas un avion médical de docteur pour transporter les gens dans des conditions. Il refuse, il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors maintenant, il fallait attendre le lendemain matin pour une solution. Mais le grand problème, c'est quoi? Ils ne vont plus tenir jusqu'au lendemain matin, ces gens-là. Ils sont irrécupérables. Il y a un premier qui va mourir, puis un deuxième. Puis finalement, Lumumba, il avait encore des convulsions, et puis des moments de clarté. Et une vérité qu'il faut quand même dire, parce qu'il faut dire la vérité. C'est les ministres katangais qui sont en réunion à la présidence. Là-bas, il y en a qui s'agitent, quoi. Et ils ne peuvent pas aller à l'aéroport. Ils sont interdits. Il y en a un qui va boire un peu trop de whisky. C'est le ministre de l'Information, Samalengue. Et Samalengue, à un moment donné, ne peut plus se contenir avec la boisson, tout ça là. Il prend le véhicule et il part, il fonce sur l'aéroport. C'est là qu'en voyant ça, Mulongo et Tshombe, on dit qu'il ne faut pas le laisser aller. Hein. Donc, on l'a suivi, ils l'ont suivi d'ailleurs. Donc, arrivé là-bas, ils ont trouvé Samalengue qui était encore, même si Lumumba était comme cliniquement mort, était en train de frapper. C'est le seul ministre katangais qui a frappé Lumumba alors que Lumumba était déjà irrécupérable. Mais il a frappé. Et, en arrivant là, en voyant ça, après il a été aussi sanctionné pour ça. Mais il a été sérieusement grondé même par Tshombe, qu'il a vraiment insulté et dit vraiment qu'il ne fallait pas faire ça. Quoi. Et il faut savoir qu'il y a des témoins après, parce qu'après quand Tshombe va rentrer à la présidence, Tshombe aura un peu de sang sur la chemise. C'est le sang de Lumumba. Tshombe a même pris Lumumba dans ses bras. Par pitié. Hein. Par pitié. Une des dernières phrases, des derniers mots que Lumumba a prononcés, c'est « Mon cher Moïse, sauve-moi ». Ouais, ça c'est la vérité. Et Mulongo n'a pas touché un cheveu de Lumumba. Pas un cheveu, il était très correct, on appelait le juste, hein. L'homme juste, le fort et juste, très franc d'une droiture. Il n'a pas touché Lumumba. Mais le seul toutes ces histoires-là qui ont été racontées, que Lumumba et Pito, tout ça, Mpolo était bien vivant, qu'ils ont été amenés dans la brousse là, contre des arbres fusillés en présence et tabassés par tout le gouvernement katangais, tous les ministres qui étaient là, et puis fusillés contre un arbre et tout ça. Là. Ce sont que des histoires qui ont circulé. Le truc de l'évasion de Lumumba qui s'est enfui et puis qu'ils ont été trouvés. C'est que des inventions. Toutes les histoires qui circulent là sont fausses, qui ont été racontées. Tout est racontable. C'est faux. C'est faux. Ils sont cliniquement morts déjà arrivés. Et puis, il y en a un qui va mourir, je pense que c'est Okito en premier, puis Mpolo. Et puis, Lumumba qui avait encore juste des convulsions, à un moment donné, on va lui donner l'état de grâce. Hein. Il lui a un coup de balle pour l'état de grâce, quoi, par pitié. Qui a donné le coup de revolver, là, pour l'état de grâce, comme on dit, le coup de grâce, comme on dit, quoi, la dernière balle, là, pour le sauver de son agonie, quoi. Il est mourant et il est irrécupérable. Et c'est un Belge qui a fait ça. Le nom est connu, hein, c'est un capitaine. C'est un Belge. Le capitaine Gatt. Et il y avait un autre à côté de lui, hein. Celui qui a tiré, c'est le capitaine Gatt. L'arme est connue, hein, que gendarme. C'est connu, hein. 9 mm. C'est connu. L'arme est connue. L'arme même ici a été ici à la Sûreté belge, bien gardée, hein, on connaît. Ils connaissent tout. Toute la vérité est connue. Mais l'état de grâce a été donné par un Belge. Alors maintenant, que sont devenus les trois corps? C'est très délicat. Toutes les histoires qui circulent là maintenant sont fausses. Hein? Ils sont fausses. Il y en a un qui se contredit l'autre. Il faut un peu regarder toutes les histoires qui circulent. Oh, qu'ils ont été mis dans la suite sulfurique là et à l'union minière. Hein? Oh, ils ont été coupés en morceaux puis gardés dans les frigos de l'abattoir, comment ça s'appelait là, la 4 de l'élevage katangaise, là, la 4.
Et puis il y a cette histoire-là, et puis l'histoire qu'ils sont enfuis en brousse, et puis que fusillés contre des armes en brousse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y en a aucune qui est vraiment exacte. Aucune. 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 Les 3 corps ont été enterrés à Muchacha, à 60-70 km de Kolwezi. C'est là où les 3 corps ont été enterrés. Ils ont été enterrés 2 fois. Ils ont été déterrés et puis encore une fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et mais s'il y a des Belges qui ont participé à faire disparaître les corps et aussi déjà à donner le coup de grâce à Lumumba, c'est bien un Belge, le capitaine Diat. Où vient encore la responsabilité des Katangais là-dedans? Et si vous avez encore un Belge qui dit, moi j'ai la dent de Lumumba, quoi. Hein? Parce que c'est eux qui ont été enterrés, les corps. Et qui ont déterré le corps pour les réenterrer parce que fallait faire disparaître les corps au maximum, quoi. Donc, des restes là, des habits, tout ça, ils ont encore enfouis. Quand il dit qu'ils ont coupé en morceaux et tout ça, là, et faire disparaître un peu, mais pas entièrement dans de l'acide, et puis qu'ils ont récupéré des dents, est-ce que c'est des Katangais? Est-ce que vous avez entendu que c'est des Katangais qui sont sur place, qui font ça? Non. On n'entend que la présence de Belges à ce moment-là, donc d'Occidentaux. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, voilà la dent, ça veut dire que qui détient la dent de la victime? C'est le bourreau, non? Est-ce que la dent était en possession de Katangais? Non. Alors, mais c'est qui les responsables? Réfléchissez un peu là. Mais tout ce monde-là, ça les arrange de mettre ça sur Moïse Tshombe et sur les Katangais, depuis jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais la vraie responsabilité de la mort de Lumumba, la mise à mort, c'est le groupe de Binza pour commencer, les Congolais, et puis tous ceux du Sud Kasaï qui ont participé vraiment, mais vraiment à l'élimination, c'est-à-dire dans l'avion même, à les abattre vraiment avec des crosses de fusil, à faire en sorte qu'ils soient cliniquement morts et médicalement irrécupérables. Voilà les vrais responsables. Voilà les vrais responsables. On peut maintenant reprocher une chose à Moïse Tshombe. Dans la panique qu'il a eue là, avec cette histoire-là qu'il a envahi, quelque part par surprise, il aurait dû directement communiquer ouvertement la vérité de ce qui se passait là-bas. Au lieu de succomber à la pression qui venait de partout, de se taire et de jouer à camoufler un peu, mais là, qui en est mal sorti? Le Katangais lui-même. Et quand il a voulu dire la vérité, c'était beaucoup trop tard. Monongo, seulement la conférence sur les Nations Unies, mais il ne pouvait pas faire autrement. C'était ça où ils allaient y passer. Hein. On allait les liquider. Il y avait eu un consensus à ce moment-là de ne pas dire, de taire la vérité. Par tout le monde. Là. Aussi bien par le groupe de Minza, les Occidentaux qui sont impliqués, hein. Aussi bien par les Kassaïens, les grands responsables. Hein. Alors maintenant, les Kassaïens, prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Vous vous êtes vengés contre Lumumba pour les massacres des milliers de personnes, pour le génocide qui s'est opéré chez vous. Vous avez voulu vous venger à ce moment-là. Et Jonas Mukamba, tu étais dans l'avion comme témoin oculaire. Tu es encore toujours vivant. Tu as menti à la commission d'enquête parlementaire belge là, sur les circonstances de la mort de Lumumba. Tu n'as pas dit la vérité. C'est aussi simple que ça. Pour te taire, pour ne pas dire la vérité, tu as été nommé PDG inamovible de la MIBA pendant 2 décennies au moins. Voilà. Ça, c'est la vérité. Disons-nous la vérité. Il y a eu un rapport, il y a eu une commission d'enquête parlementaire belge sur les circonstances de la mort de Lumumba. Qui lit ça, toi? Qui l'a lu? Moi, je l'ai lu, je l'ai à la maison, j'ai lu du début jusqu'à la fin. Qui des panafricanistes, là, lit ça? Qui a lu, quoi? Ils lisent seulement les petits résumés qu'il y a eu dans les articles dans les médias là-dessus. C'est tout. Mais si vous lisez l'enquête parlementaire belge sur les circonstances de la mort de Lumumba, où ce que la Belgique a reconnu une responsabilité morale là-dedans, du début jusqu'à la fin, mais les Katangais ne sont pas accusés, ni Tshombe. Il n'y a rien de plus entre eux de preuve. Absolument rien. C'est même au contraire. Même les enfants de Mpolo Kito n'ont jamais accusé Tshombe ou les Katangais. Ils savent que le bourreau c'était Mobutu ou le groupe de Mbinza. C'est eux qui sont accusés là-bas. Et Jonas Mukamba, tu n'as pas dit la vérité là-bas. Tu t'es tu. Tu connais. Tu as été un témoin vivant de ça. Donc,
Et, et voilà, pour nous, les Katangais, il faut se laver définitivement de ça. C'est vraiment le moment. Et je vais dire quelque chose encore qui va choquer beaucoup de gens. Et ça, c'est important aussi, parce qu'on ne va pas aller dans le détail là que sont devenus les trois corps, juste pour dire que les versions officielles qui circulent là sont fausses. Déjà, Gérard Soute, qui dit qu'il a récupéré les dents de Lumumba. Dans une première interview, il dit qu'il a eu 3 dents. Finalement, il n'en reste qu'une, quoi. Et à un moment donné, quand on l'interview, quand il fait une interview, quand Ludo de 8 était venu chez lui pour l'interviewer pour son livre, juste la veille, je pense, et quelqu'un qui vient l'interviewer, il a dit qu'il a jeté les 3 dents de Lumumba, les 3 qu'il avait, qu'il les a jetés dans l'eau, il a pris son bateau, il les a jetés dans l'eau pour que ça disparaisse à jamais, qu'il ne veut plus rien savoir de l'affaire Lumumba. Et maintenant, il ressurgit avec une dent. Non. Et puis encore, parce qu'il paraît c'est une dent en or, c'est vrai? Je sais pas. Bon, je sais pas. Moi, j'ai pas bien regardé. Il est fort possible que la dent qui circule là maintenant, qu'elle n'est même pas de Lumumba. C'est fort possible. C'est fort possible. Parce que la famille n'a Oui. pas demandé de Oui. l'ADN. Oui, donc c'est fort possible que c'est même pas sa dent. Que l'autre avait effectivement eu les dents là, qui les a s'en débarrassés, qu'ils avaient jetées, comme il avait dit dans une interview précédente. Et tout d'un coup, il en a quand même encore une. Alors qu'avant, il disait que j'ai jeté les 3 dents que j'avais. Et si maintenant il en a une, quoi, où sont les 2 autres? Parce qu'il disait qu'il en avait eu 3. Donc tout ça, c'est que des blabla. Alors maintenant, il y a tout un cinéma qui est fait autour de cette dent, là, et ainsi de suite, quoi. Mais quand même, il faut toujours honorer, je dis encore une fois, Lumumba qui est respectable, qui était un personnage emblématique donc, de l'histoire du Congo, et qui n'aurait pas dû subir ce sort-là, qui n'aurait pas dû mourir, quoi. Et le Katanga voulait un Lumumba vivant. Et n'en a jamais voulu vraiment du sort qui lui est arrivé. Ni Munongo, ni Tshombe, aucun de ces gens-là. Et ça, c'est la vérité, il faut que ça cesse, quoi. Et je veux dire autre chose qui peut te choquer. Et ça, c'est directement vers la famille de Lumumba, sa famille biologique. Eux, ils savent. Ils savent pertinemment que Moïse Tshombe et les Katangais n'y est pour rien. Ils savent ça. Même ils l'ont déjà dit, comme ça. À un moment donné, j'étais en interview dans une émission Africa Number One, c'était une radio à Paris à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore. On a même interviewé sur un de mes ouvrages, et là j'ai rencontré les gens de la famille de Lumumba. On a discuté. Ils m'ont avoué, ils m'ont dit, on sait que Tshombe et vous, les Katangais, vous êtes pour rien. On sait ça. Ils disent, mais pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Si ça vient de vous, de votre bouche, là, ça va nous dédouaner, nous, les Katangais. Il dit, non, c'est pas notre rôle à nous, c'est à vous de faire ça. C'est à la famille Tshombe elle-même de faire ça. C'est pas à nous. C'est ça la réponse que moi j'ai reçue. C'est pas notre job. Ça, c'est la réponse que j'ai reçue. On va aller plus loin. François Lumumba, un des fils de Lumumba, il était présent ici, en Belgique, là, pour les cérémonies autour de la dent. Parmi les enfants de Lumumba, il y avait François Lumumba. Oui. François, tu sais très bien que Tshombe et les Katangais n'y sont pour rien dans la mort de ton papa. Tu le sais. François, j'ai vu des photos où toi-même, tu es présent en Angola, dans le maquis, avec les ex-gendarmes katangais, à l'époque, avec les Boum Nathanaël, tu es avec eux, avec les soldats, donc les soldats, les gendarmes katangais de Moïse Tshombe, avec les Katangais. Tu es dans le maquis en Angola. Lors des accords PRP, FNLC, tu étais là, non? Au maquis en Angola. Pourquoi est-ce que toi, le fils de Lumumba, tu étais avec les Tchombistes en Angola, avec les gens de Tshombe? Parce que vous aviez un ennemi commun. Pour les ex-gendarmes katangais, c'était Mobutu. Et pour toi, c'était aussi Mobutu, le bourreau de ton père. N'est-ce pas, François? J'ai vu les photos. J'ai une copie des photos. Tu es au maquis avec les ex-gendarmes katangais en Angola. Parce que c'était tes frères, avec le même ennemi commun. Mobutu, qui en est beaucoup aussi pour la disparition de Tshombe, et qui en est pour la disparition beaucoup aussi de ton père Lumumba. Tu le sais. Il faut dédouaner les Katangais maintenant. Il faut parler. Ça suffit. Nous, on a assez souffert de ça. Assez. On va aller même plus loin. Les enfants Lumumba et les enfants Tshombe se sont toujours très bien entendus. Hein. C'est ce que très peu de gens savent. Les enfants n'ont pas de problème entre eux. Parce qu'ils savent. Ils savent. Les enfants entre eux n'ont pas de problème. Est-ce que vous avez déjà entendu un enfant Lumumba accuser directement Tshombe? Non. C'est quand même drôle, c'est quand même bizarre, ça. Vrai ou faux? Oui, c'est bizarre, hein? Ça devait être les premiers à crier ça. Non, pourquoi s'ils savent?
il y a une raison pour laquelle ils se taisent. Ça, c'est à eux de voir. Mais c'est vrai aussi que les enfants de Tchombé ne font pas de grands efforts non plus pour laver Moïse Tchombé. Bon. Et ça, c'est autre chose encore. Et c'est à nous maintenant, tous les Katangais, toute la communauté, de nous acquitter vraiment de ça définitivement. Hein. On va même aller plus loin. Je vais même rencontrer ces de famille. Vous savez que le clan Tchombé, était ici à Bruxelles, hein, en exil, hein, à la rue des Adouatiques à Etterbeek. C'était vraiment le fief là-bas, hein, où il y avait la veuve Tchombé et tous les enfants. Hein, après, déjà quand Tchombé était en exil à Madrid, ils étaient ici. Après la disparition de Tchombé en Algérie, tout ça, c'était la rue des Adouatiques à Etterbeek, là-bas. À cette époque-là, le fils cadet de... l'époque dont je parle là maintenant, hein, donc à cette époque-là, le fils cadet de Moïse Tchombé, André Jimp, c'était un jeune homme, quoi, en plein dans l'adolescence. Hein. Et quand on est un jeune homme, on est dans son adolescence, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on aime sortir, aller en boîte, discothèque et tout ça, danser, s'amuser, hein, comme tous les jeunes. Ben, il a fréquenté une des filles de Lumumba. Ils étaient ensemble en couple. C'est connu ici. Hein. Une des filles de Lumumba était en couple amoureux avec un fils de Tchombé. Je répète, hein. Une des filles de Lumumba et un des fils de Tchombé étaient en couple en amoureux. C'était un couple ici à Bruxelles, ils sortaient ensemble. Et ça allait loin parce qu'on parlait presque même de fiançailles. C'était presque... C'est le fils lui-même qui m'a dit, hein. Il y avait... Ça aurait pu aller jusque-là. Finalement, c'est pas allé jusque-là, mais ça aurait pu. Ils en parlaient un peu, là. Imagine. Donc, ça veut dire que les enfants n'ont pas eu de problème. Pourquoi? Parce qu'ils savaient l'un de l'autre qui c'est... Tchombé et les Katangais sont innocents dans l'histoire de Lumumba. Il faut en terminer avec ça. Terminer. Et plus tard encore, il y a des films qui existent. Je répète encore qu'Albert Pirard a tout filmé avec sa caméra. Les conversations dans l'avion, l'écoute aéronautique a été faite par André Moyen, à partir de la tour de contrôle d'Elisabeth Witt. Ces enregistrements existent. Il faut savoir une chose, si toutes ces choses-là existent, il y a eu des films de ça, sur caméra. Il y a eu des écoutes aéronautiques, des conversations dans l'avion et la tour de contrôle. Hein? Si vraiment, toutes ces choses-là allaient incriminer les Katangais et Moïse Tchombé, ce serait déjà sorti depuis longtemps. Vrai ou faux? Vrai. Pour prouver ce qu'on dit, à l'appui, comme on dit, à charge. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais montré ça? Ni des photos, ni les films, ni les enregistrements, parce que ça prouve tout le contraire. Réfléchissez bien, tout le monde. Alors Katangais, ne vous taisez plus dans cette histoire-là. Hein? C'est revendiquer la vérité, quoi. Et n'ayez plus de sentiment de culpabilité, comme nous sommes les responsables, les bourreaux, ainsi de suite. Là. Parce qu'on reparle un peu de ce film-là, le fameux film, de Raoul Peck, ce fameux haïtien-là. Un film Lumumba qui est parti dans toutes les salles de cinéma dans le monde entier, qui a donné une version complètement erronée de ce qui s'est passé. Complètement erronée, hein. Mais dans ce film-là, on voit que vraiment les gouvernements katangais, les ministres katangais qui tabassent Lumumba et qui sont là, présents physiquement, qu'on va le fusiller en brousse, là, et ainsi de suite, du n'importe quoi. Raoul Peck, là, moi à l'époque, là, j'ai voulu lui faire un procès. Et le jour où notre État indépendant du Katanga sera là, et on le sera un jour, hein, il faut que ce monsieur-là, on le fasse un bon procès en bonne et due forme, quoi. Pour diffamation, pour calomnie, quoi. Parce que ce que ce film-là a fait, tout comme par exemple les films là où on dit que les Alliés, les Américains ont libéré l'Europe de l'Allemagne nazie alors que c'était les Russes, quoi, c'est entré dans la mémoire collective des gens que c'est Tchombé le monstre, quoi. Parce que dans l'annonce déjà de l'affiche du film, quoi, on dit que voilà, le tel qui joue le rôle de Moïse Tchombé, je pense à un certain Pascal Nzonzi, hein, qui joue le rôle du monstre. Moïse Tchombé. Mais attendez un peu, quoi. Mais le mal est fait, hein, avec un film pareil. Et qui sont les bailleurs de fonds de ce film-là? Ceux qui ont intérêt à ce que la vérité ne se sache pas. Qui ont été les financiers de ce film-là. Alors toi, Raoul Peck, là, tu es nul, quoi. Vraiment, j'espère que tu regardes ça, hein. C'est une cousine à moi qui m'a empêché de faire ce procès-là à l'époque-là.
qui a supplié de ne pas le faire, quoi, parce qu'elle te connaît personnellement. Elle t'a déjà rencontré personnellement. Une cousine à moi, la fille de mon parrain quand je suis né. C'est Rodolphe Yav Chang, mon parrain. Rodolphe Yav. Un de ses enfants m'a supplié de ne pas faire de procès à l'époque. J'aurais dû le faire, je regrette jusqu'à aujourd'hui. Mais on le fera un jour. Ton film est une saloperie. Ton film, c'est un torchon. Tu as diffamé tout un peuple, toute une population, sciemment, pour l'ordre de gens qui ont financé ton film. Il est d'une nullité et au niveau des faits historiques complètement erroné. Mais le mal que tu as fait avec ça est indescriptible. C'est impardonnable. Et un jour, tu dois nous présenter des excuses et ton pardon. Quand la vérité sera établie. Et j'espère que tôt ou tard, il y aura un organisme qui va se lever. Peut-être c'est le mien, le comité spécial du Katanga, on ne sait jamais, ou un autre là, pour la défense des Katangais, parce qu'il faut tôt ou tard faire ton procès, quoi, pour ce film-là.